Début de soirée presque ordinaire ce 8 février 2024 à la gare de Sainte-Croix. Le régional de 18h06 pour Yverdon va partir à l'heure. 8 passagers, des habitués pour la plupart, se répartissent dans les 3 wagons du train. Certains se connaissent de vue, sans plus, personne ne se parle. La plupart des passagers sont penchés sur leur téléphone, casque sur les oreilles. Un homme, un étranger, pas un habitué, va toutefois commencer à attirer l'attention. C'est aux alentours de 18h25, donc on est à une bonne partie du trajet déjà, où je remarque qu'il y a un homme qui fait des allers-retours, que je ne connais pas, et qui fait des allers-retours dans le train et qui fait quand même tous les wagons. Je veux dire, il va jusqu'au bout du train, il repart, il va jusqu'au bout du train, il repart. Rien d'inhabituel, mais quand même assez particulier. 4 autres passagers vont encore monter dans le train. Et soudain, juste après l'arrêt de Vuiteboeuf, tout va déraper. J'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond quand une femme assise vers moi dans le dernier wagon s'est levée. Elle tremblait. Elle m'a regardé avec de la peur dans les yeux. Puis je me suis retourné et là, un homme avec une hache m'a menacé. Il m'a dit « Comme. » J'entends des cris, jusqu'au moment où malheureusement je sens le plaquage d'une lame contre mon cou ici, où là instantanément j'enlève un écouteur et je lève les yeux vers cet homme en fait qui faisait les allers-retours et qui me dit « Up and go ». Avec toujours la hache et un marteau dans l'autre main, et il servait du marteau pour indiquer la direction. En avançant dans les wagons, j'ai averti tout le monde en disant « Il y a un fou dans le train, avec une hache, il est armé. Il était derrière nous, il nous poussait. Son but était de tous nous coincer à l'avant du train. » Un terrifiant huis clos commence pour les 13 personnes qui se retrouvent enfermées à l'avant du train. 12 passagers, 6 femmes et 6 hommes, et le conducteur du train. Il ne comprend pas tout de suite ce qui se passe quand des passagers frappent à la porte de sa cabine. Il arrête finalement son convoi en gare d'Essert sous Chanvent. L'assaillant lui intime de fermer les portes. Elles resteront closes pendant les 4 heures de la prise d'otage. 4 longues heures d'angoisse face à cet homme armé d'un marteau et d'une hache. Que veut-il? Que fait-il dans ce train? D'où vient-il? C'est l'histoire d'une longue descente aux enfers. C'est ici que le drame va se jouer dans la campagne du Nord-Vaudois sur la ligne du régional 12, Sainte-Croix-Yverdon. À peine le train arrêté, le conducteur et plusieurs otages vont donner l'alerte. On était là avec nos téléphones parce qu'ils ne nous demandaient pas de les enlever, donc on les avait dans les mains mais sans trop savoir quoi faire. Et c'est le preneur d'otage lui-même qui nous a demandé d'appeler la police, ce qui nous a surpris et rassurés quelque part parce qu'on avait un peu peur d'être seul, puis là, le fait qu'on puisse automatiquement appeler de l'aide, on s'est dit, top. Et en fait, parce qu'ils voulaient discuter avec eux. Cet otage, habitant de Sainte-Croix, est le seul à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Dans ces premiers instants, j'ai été plus que terrorisé, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais réellement quelqu'un de déterminé en face de moi, qui a une arme blanche violente. C'est des haches de bûcheron, c'est quelque chose d'assez grand. Puis vous voyez quelqu'un avec qui, en plus, vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous avez cette barrière de la langue qui pose un vrai problème, parce que vous avez l'impression que si vous dites quelque chose de faux, il va s'énerver. De l'autre côté aussi, vous ne savez pas comment réagir. Et là, vous avez en plus d'autres personnes. Enfin, il y a une grosse panique qui s'installe. Et puis vous réalisez, le pire, c'est la réalisation de vous dire, mais en fait, je vais peut-être mourir ce soir, ça y est. Plusieurs otages ont refusé nos demandes d'interview ou n'ont pas répondu. Le choc post-traumatique est encore trop grand. Pour reconstituer ce qui s'est passé, nous avons pu nous baser sur des procès-verbaux d'audition menés par la justice vaudoise. Et un jeune otage, lui, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Son interview a été reconstituée. J'essayais de pas croiser son regard au mec. Puis des fois, je réfléchissais. Mais en fait, il va se passer quoi? Est-ce qu'on va rester toute la nuit? Est-ce qu'on va se faire tuer?
Est-ce que la police, elle va intervenir et on va sortir? Ou est-ce qu'il va lâcher prise? Est-ce qu'il va nous laisser partir et voilà? Le conducteur du train et un autre otage, le plus âgé, vont jouer un rôle essentiel pour maintenir le dialogue et un calme relatif entre ces 13 personnes et leur assaillant. C'est vraiment eux qui nous ont, entre guillemets, sauvés, je pense. Ils ont communiqué avec lui, ils ont compris la situation et tout. Ils ont vraiment tout changé. Alors que les forces de police commencent à affluer à Essert-sous-Chanvent, les otages tentent de comprendre qui est leur agresseur, ce qu'il veut. On les voit ici dans une des très rares vidéos amateurs filmées le soir du drame. Dans cette autre séquence captée par une otage, on entend l'assaillant tenir des propos décousus. Il répète le prénom d'une femme, prénom que nous avons bipé pour protéger son identité. I think you go to Britannia or anywhere. Good money, no way. Britannia, London, hey magic. Hey, me come back Swiss, no magic. Me, no problem. Me, I love you. Okay. No, okay. Hey, me magic. Go to Ukraine, finish. Hey, no, Ukraine, come back Swiss. Les otages comprennent que leur interlocuteur est un requérant d'asile kurde, originaire d'Iran, et qu'il s'appelle Kader B. L'otage le plus âgé a l'idée d'appeler un ami qui parle perse. Grâce à la traduction, tout devient plus clair. Le preneur d'otage n'a qu'une seule revendication. La femme dont il parle sans cesse doit être amenée sur place par la police. Mais alors, qui est cette femme? Quel est son lien avec l'assaillant? Nous avons retrouvé celle que nous appellerons Karine. Elle est employée dans un centre fédéral d'asile. J'ai pas de souvenir précis au moment où il vivait au centre, parce que c'était un requérant assez discret. Je peux même pas vous dire combien de temps il est resté dans le centre, tellement c'était pas quelqu'un qui se montrait beaucoup ou qui participait énormément non plus. C'est rien qui sorte de la norme, vraiment. À ce moment-là, il n'y avait vraiment pas matière à imaginer ce qui allait se passer par la suite. Absolument pas. C'est au centre d'asile des Rochas, à la frontière entre Neuchâtel et Vaud, sur les hauteurs jurassiennes, que Karine travaille et croise brièvement Kader B. On est à l'été 2022. Ce ressortissant kurde d'Iran demande l'asile après une longue route migratoire qui l'a fait passer par l'Irak, la Turquie, la Grèce, puis les Balkans pour gagner le nord de l'Europe. À son arrivée en Suisse, il déclare qu'un retour chez lui équivaudrait à la torture ou la mort en raison de ses activités de résistant kurde. Son dossier d'asile ne mentionne aucun trouble psychique particulier. Il est en revanche fait mention d'une maladie congénitale avec le port d'une prothèse à la jambe gauche. Kader B ne reste pas très longtemps au centre des Rochas. Au mois de novembre 2022, il est attribué de manière anticipée au canton de Genève. Il est logé dans un premier temps à l'hôtel. Depuis ce moment-là, il se met à harceler Karine, d'abord à distance. Il m'a trouvé sur Facebook. Ça a commencé par une demande d'amis que j'ai évidemment pas acceptée, mais on peut quand même entrer en contact par message, ce qu'il a fait. Et puis, au départ, j'ai peut-être répondu une ou deux fois en disant « je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi », mais point final. Quand ça a commencé à être plus insistant, des déclarations, j'ai vraiment tenté la diplomatie au départ en lui disant que je lui souhaitais le meilleur, mais qu'il fallait qu'il me laisse tranquille, que j'avais une famille, que j'étais ni libre ni intéressée. Après, j'ai commencé à recevoir énormément de messages en très peu de temps. Et puis, j'ai ressenti quelque chose de pas normal. Il me dit qu'il peut mourir pour son pays, donc qu'il ne verrait pas pourquoi il ne pourrait pas mourir pour moi. Il me dit que je ne serai jamais heureuse tant que je n'aurai pas compris que c'est lui qui me rendra heureuse. Et là, c'est là où ça a commencé à devenir flippant, si je peux dire. Et là, ça n'a pas été long du moment où il m'a trouvée au moment où je l'ai bloqué. Karine pense qu'il va la laisser tranquille.
c'est tout le contraire qui se produit. À Genève, Kader B sombre dans de graves problèmes psychiques. Il développe une obsession maladive pour Karine. Il dit qu'elle l'a ensorcelé. Dans son dossier à l'Hospice général de Genève, il est indiqué qu'il présente des idées suicidaires et des idées délirantes. L'assistante sociale chargée de son suivi s'inquiète même des risques de dérapage. Je le recevrai le cas échéant dans les premiers temps dans des locaux sécurisés. La vigilance est à maintenir concernant monsieur. Le 6 février 2023, Kader B est interné de force à Bel-Idé, l'établissement psychiatrique rattaché au HUG. De puissants médicaments lui sont prescrits, utilisés notamment pour la schizophrénie et les épisodes maniaques. Mais il ne reste pas longtemps enfermé. Il ne suit pas le traitement, il dit qu'on veut l'empoisonner et qu'il n'a pas besoin de soutien, comme le relève cette note interne de mars 2023. Monsieur dit que l'hospitalisation à Bel-Idé n'était pas utile. Il n'a pas de problème de santé. Il a pu régler une partie de l'ensorcellement. À l'Hospice général, la direction reconnaît les limites du suivi ambulatoire après un internement. Dans le cadre du suivi social et de l'hébergement, je veux dire qu'on a peu de moyens, parce qu'effectivement, les personnes sont libres d'aller et venir, ils sont responsables de leur situation, et y compris de leur situation de santé. Et donc, je dirais que c'est les seules possibilités, c'est d'inciter les personnes, d'être dans un suivi social rapproché, de s'assurer que la situation pour lui est sous contrôle. Et puis, d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas dans le cadre du journal social, ça a été le cas. C'est-à-dire on a été rassuré par la personne elle-même sur sa situation. Et en disant, oui, je me suis stabilisé, les problématiques d'ensorcellement ne sont plus d'actualité. Donc on était un peu rassuré à un moment donné. Et puis c'est vrai que, comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qu'on doit suivre. Et à un moment donné, si on est rassuré par la personne, on dédie aussi notre énergie à d'autres. Le problème, c'est que Kader B ne va pas bien du tout. Il se met à faire de longs trajets depuis Genève pour tenter de retrouver Karine. Il la harcèle cette fois sur son lieu de travail, au centre d'asile des Rochas. Je me rappelle de la première fois où il est monté, ma chef m'a téléphoné parce que je devais commencer le travail un peu plus tard et elle m'a dit de ne pas venir parce qu'il était sur place. Donc je suis quand même retournée le travail le jour d'après et puis jusqu'au jour où il est venu et j'étais sur mon lieu de travail. Il a continué à venir jusqu'à un moment où c'était tous les jours. Tous les jours il venait. Puis voilà, arriver au travail avec la boule au ventre en me disant je vais sortir de ma voiture, il sera peut-être là. Enfin, bien souvent, c'est la sécurité du centre qui m'escortait, qui venait me chercher à ma voiture, qui m'accompagnait dans le centre. Il était là, assis au pied d'un arbre, avec son sac à dos, puis il bougeait pas. Jusqu'à ce que mes supérieurs, appellent la police. La police arrivait, ils coopéraient, ils montaient dans la voiture, ils redescendaient à la gare d'Yverdon. Et puis on savait que 4 heures après, ils seraient de nouveau sur place. Ces allées et venues, cette errance de Kader B oppresse Karine. Son employeur lui conseille de déposer plainte. La police m'a contactée en me disant que finalement, j'avais pas matière à déposer une plainte. Parce que ce monsieur n'a jamais été agressif avec moi, il m'a jamais menacé, ce qui au fond est vrai. Lui, il menaçait sa propre vie, il me disait souvent je vais me suicider. Je peux pas dire que la police avait tort à ce moment-là. Il me faisait peur, mais il n'avait jamais été menaçant ou insultant ou violent avec moi. Le refus de la police vaudoise d'enregistrer la plainte apparaît toutefois problématique. Le directeur de la communication le reconnaît à demi-mot. Très clairement, dans une situation comme celle-là,
la prise de la plainte est aussi un moyen pour rassurer la victime. Donc on peut légitimement se poser la question s'il n'aurait pas mieux fallu enregistrer cette plainte, même s'il n'y a pas forcément les éléments constitutifs de l'infraction et qu'au final, la plainte n'aboutira pas à l'ouverture d'une instruction pénale. Par contre, ce qui est important, c'est que dans tous les cas, la police doit assurer un suivi, doit conseiller la victime, ce qui a été fait sur la manière d'agir, et à chaque fois qu'un appel est arrivé chez nous, que ce soit par exemple au centre des Rochas, pour des problèmes avec cet individu, à chaque fois une patrouille s'est déplacée, il y a eu une réaction, il y a eu une prise en charge. L'auteur a notamment été chaque fois pris en charge, renvoyé dans son canton d'attribution. Moi, ma plus grande crainte, c'était qu'il trouve mon adresse. Je l'ai plusieurs fois croisé sur Neuchâtel et je sais qu'il me cherchait. Je rentre souvent après ma fille qui rentre de l'école avant moi. Et si elle avait le malheur une fois de ne pas fermer la clé, mais ça pouvait me fâcher parce que j'avais peur pour elle, j'avais peur de le retrouver un jour derrière ma porte. Kader B ne parviendra jamais à retrouver le domicile de Karine. En juin 2023, il est à nouveau interné d'urgence quelques jours à Belle-Île. Mais il s'échappe. Les autorités en charge de l'asile perdent sa trace. Kader B n'est plus en Suisse. Il a réussi à traverser clandestinement la Manche. En Angleterre, il séjourne un temps à Birmingham. À la fin de l'été, il fait le trajet inverse. Et pour le malheur de Karine, il se remet à la harceler sur son lieu de travail. Elle n'en peut plus. Son employeur l'aide à organiser une confrontation avec le requérant devant les grilles du centre. J'ai dû vraiment être ferme avec lui en lui disant tu me fais peur et je veux que tu me laisses tranquille, je veux que tu passes à autre chose. Même cette fois-ci, je me disais, est-ce que ça va lui faire péter un plomb? Mais rien. Il est resté calme. Sa seule réaction, ça a été de pleurer, en fait. Et là-dessus, je lui ai demandé de jamais revenir. Chose qu'il a acceptée sur le moment. Il m'a promis de plus jamais revenir. Et sur ce moment-là, c'est là où il m'a dit, je vais partir mourir en Ukraine. À l'automne 2023, Kader B disparaît à nouveau des écrans radars. Les autorités en charge de l'asile suspendent son dossier. Nous avons retrouvé un témoin clé, requérant d'asile iranien lui aussi. Il vit avec sa famille dans un camp, en Allemagne. Il était en contact presque quotidien avec son compatriote. Il confirme qu'il a voulu aller en Ukraine. Kader m'a contacté par téléphone et il m'a dit « Je veux mourir, mais je ne peux pas me tuer moi-même. Je dois aller faire la guerre en Ukraine et me faire tuer par d'autres personnes. » Ensuite, il a tenté d'aller en Ukraine. Et là, la police en Pologne l'a arrêté et l'a gardé en prison pendant 2-3 mois. Après ça, son téléphone a été coupé. Nous n'avions plus aucun contact avec Kader. Quand il a été libéré, il m'a recontacté pour me dire qu'il voulait une fois de plus revenir en Suisse. Ce témoin dit aussi que Kader B était obsédé par son histoire avec Karine. Il l'a poussé à se soigner. Je lui ai dit, écoute le docteur et fais ce qu'il te dit. Parce que tu peux guérir en 6 mois si tu prends correctement les bons médicaments, c'est sûr. Mais Kader ne l'a pas fait. Il disait que Karine lui avait jeté un sort et qu'il devait s'en libérer. Kader B réapparaît en Suisse en janvier 2024. Il est à nouveau enregistré comme requérant à Genève et placé au centre d'hébergement de Palexpo. Celui qui va devenir le forcené du train Sainte-Croix-Yverdon est dans un état déplorable, méconnaissable, dit son ami. Le visage a changé,
complètement changé, comme après avoir passé 10 ans en prison. C'est ce qui est arrivé soudain pour Kader. Mais pourquoi c'est arrivé? À cause des problèmes psychiques? À cause des médicaments? À cause de sa demande d'asile dont il imaginait que la Suisse allait l'accepter très vite? Je ne sais pas. Mais mentalement, tout était compliqué. Nezhat Rahmani se sent impuissant et même lassé d'entendre toujours la même histoire. 2 jours avant la prise d'otage, il m'a envoyé un lien vers une chanson. Ne me laisse pas seul, en kurde. Je n'ai pas regardé tout de suite. C'est plus tard que j'ai découvert ce que Kader voulait me dire. Vous savez, je m'étais mis à ne plus lui répondre. Avec moi, j'ai ma femme, mes sœurs, et Kader, avec ses problèmes psychiques, je ne pouvais pas l'aider. Parce que vous voyez bien ma situation. J'ai une pièce de 10 mètres carrés pour 4 personnes ici. Comment j'aurais pu l'aider? Ce même 6 février, 2 jours avant de passer à l'acte, un signe avant-coureur du drame qui se noue passe presque inaperçu. Kader B fait une crise de nerfs et renverse une table. Le journal de son dossier revient ainsi le lendemain matin sur l'incident. Monsieur va mieux. Il n'a pas besoin de mesures médicales ou de suivre une thérapie, selon lui. Il a eu un moment difficile qui est passé. Il y a eu effectivement un entretien avec quelqu'un de l'équipe sociale sur le lieu d'hébergement qui nous a rassurés. Et c'est effectivement paradoxal avec ce qui s'est passé le lendemain. Donc on a été... ça nous interroge sur, je dirais que ce type de pratique, sur ce qu'on pourrait faire de mieux. Et ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est de pouvoir être plus capable d'identifier, de prévenir, d'aller au-delà de simplement une marque de confiance. C'est d'être capable, quand il y a des disparitions et quand il y a des retours, de réorienter les personnes vers des structures de soins. Et si la personne n'est pas preneuse, aujourd'hui on ne le fait pas forcément, voir de quelle manière on peut améliorer les choses pour demain. Une prise en charge sociale et médicale qui interroge. Face à ce malade psychique dans le déni, sans famille sur place ni grands rapports sociaux, à part ses conversations à distance avec son ami en Allemagne ou des parents restés en Iran. Là-bas, chez lui, où il a laissé un fils dont il est séparé de la mère, un fils à qui il dédie sa dernière publication sur les réseaux sociaux le 7 février, comme un signe prémonitoire. Ensuite, sans que l'on sache comment, le soir du 8 février, Kader B se retrouve donc dans un train, armé d'une hache et d'un marteau. Les 12 passagers et le conducteur sont pris de stupeur. Leur trajet dans le régional 12 en direction d'Yverdon s'est brutalement arrêté et transformé en cauchemar. Un imposant dispositif de police et de secours se met en place. Des proches convergent également aux abords de la gare d'Essert-sous-Chanvent, dont Céline, une amie de Brad. Quand je suis arrivée sur place, il y avait déjà bien évidemment des policiers qui avaient barré la route d'accès à la gare. Il y avait aussi il y avait déjà des badauds qui commençaient à arriver et puis à poser des questions sur ce qui se passait. Il y avait énormément de va-et-vient. On a vu incalculable de voitures de police qui sont passées, il y a eu une ambulance qui est passée. Les otages et leurs proches vont pouvoir communiquer presque en permanence avec leur téléphone portable que l'assaillant laisse libre d'accès. Je me suis dit, je peux pas faire grand-chose, mais je peux juste encourager. Mes messages, ils serviront juste à être une pensée positive, à peut-être faire tenir bon à la personne. Donc j'essaye au maximum de pas me laisser dépasser par les événements. Je pense que sans ça, j'aurais vraiment été différent. Je pense que ça a été une grosse source de force pour moi à ce moment-là, parce que comme j'étais en lien avec eux
Et comme eux, ils avaient aussi, ils ont été extrêmement forts de pas juste me dire « Oh mon Dieu, c'est terrible, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, ils ont vraiment répondu. Mon frère a réussi à me faire rire même. Ma meilleure amie me disait « T'inquiète pas, je sais que tu vas t'en sortir. » Il y a eu vraiment un soutien qui m'a permis de me dire « Je peux pas me laisser abattre si eux, ils se laissent pas abattre. » L'usage du téléphone va aussi donner lieu à une scène assez incroyable. Les otages vont tenter eux-mêmes de faire venir Karine sur place, comme l'exige l'assaillant. Une des jeunes femmes dans le train réussit en effet à trouver le numéro de Karine, car elle connaît quelqu'un qui travaille avec elle. C'est elle, non? Mais oui, ça doit être elle. Il est 19h11 quand débute l'appel. Moi, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête. D'abord, je pense à une mauvaise blague. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'y crois pas. La femme au bout du fil me dit il faut que vous veniez à tel endroit, sinon on va tous mourir. Mais je sais pas si vous pouvez vous imaginer. Sur le moment, moi, je peux pas réaliser la gravité de la situation. C'est impossible. Je réalise rien. Karine est paniquée, mais elle demande quand même qu'on lui passe l'assaillant au téléphone. C'était compliqué de communiquer avec lui parce que son anglais est pas... Mais il me répétait sans cesse « T'as 2 heures pour venir ». Moi, je pouvais pas, je sentais bien qu'il n'y avait aucune communication possible à ce moment-là. Et là, il a repassé le téléphone à une autre personne. Et je réponds comme je réponds, sous le choc, en disant « Mais je peux pas venir, c'était pas possible pour moi ». Vous vous rendez compte le hasard qu'on avait de trouver, d'être dans la personne qui a son frère qui travaille au même endroit que la seule et unique personne que le preneur d'otages pouvait voir dans le monde entier. Enfin, c'était inespéré. Et cette personne vous dit au téléphone c'est non, je viendrai pas. Donc nous, à ce moment-là, on raccroche avec elle. On transmet le numéro à la police qui nous dit on a bien reçu, on va la contacter. Voilà. En réalité, c'est Karine elle-même qui va rappeler le 117 et entrer en négociation avec la police pour se rendre sur place. L'ultimatum de 2 heures fixé par l'assaillant fait monter la pression. Ce qui se passe dans le train devient de plus en plus angoissant. Il est allé chercher son sac et a commencé à aiguiser sa hache. Il a vraiment passé un moment à aiguiser sa hache et là, tout le monde était tétanisé. Vraiment, là, ça a été un moment extrêmement dur. Là, il y avait des otages qui pleuraient. Quand vous commencez à aiguiser une lame et que vous avez dit aux gens que dans 2 heures, vous tuez quelqu'un et que vous voyez que ça bouge pas trop. Enfin, nous, on n'en savait rien, mais vous n'avez pas l'impression que ça bouge du côté des forces de l'ordre. Vous dites qu'il va falloir un mort avant que ça agisse, quoi. L'otage le plus âgé tente de faire redescendre la pression. Please, 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 stop, stop, please. Je suis allé vers lui et je lui ai demandé d'arrêter, en lui disant que c'était très angoissant pour nous et il a cessé. Ensuite, il a sorti du fil de fer et nous avons compris que c'était pour nous attacher. Il ligote une dame. Enfin, il lui dit viens et tout. Il la ligote. Là, on s'est dit c'est chaud. Moi, je commence à vraiment avoir peur parce que je me dis là, il va tous nous ligoter et ça va être la merde. Si on est tous ligotés, c'est fini pour nous. Le preneur d'otages met fin lui-même à son plan. Il détache les mains de la jeune femme et s'excuse auprès d'elle. J'ai rarement vu quelqu'un qui switch autant dans les émotions, dans les états, en fait. Des fois, il pouvait être très calme, voire amical. Et puis la seconde d'après, vraiment la seconde d'après, il pouvait prendre sa hache, taper sur le sol, et puis nous dire de nous taire, et puis qu'il allait tous nous tuer, et que c'était pas de notre faute, mais que quand même il en avait marre d'attendre, qu'il voulait plus parler. Mais ça pouvait être en 1 seconde. L'heure tourne. Le premier ultimatum de 2 heures arrive à son terme. Les otages réclament l'intervention de la police. On paniquait, en fait, parce qu'il restait, je sais pas, 10 minutes. Et on leur disait, mais écoutez, on va mourir, en fait, si vous faites rien. Puis en réponse d'une phrase aussi violente que celle-ci, on nous répond, alors on comprend bien, mais ça prend du temps. Et là, nous, je vous avoue, j'ai pas d'autre terme, on pétait un peu un plomb, quoi. On a un peu crié, malheureusement, sur les forces de l'ordre en leur disant, écoutez, vous fichez de nous. Dans une prise d'otage classique, et on est dans une prise d'otage classique, avec un auteur qui menace les otages dans un environnement clos, avec des revendications.
On sait que dans ce genre de situation, le temps est en faveur de la police. On sait qu'on peut, grâce au temps qui passe, trouver des solutions pour essayer de solutionner cette affaire par la négociation. La police met un certain temps à trouver un interprète de confiance. Son entrée en jeu fait diversion. L'assaillant relance un nouvel ultimatum de 2 heures. De longues négociations s'engagent à travers le téléphone d'un des otages. L'assaillant raccroche à plusieurs reprises. Il s'énerve contre la police qui ne lui amène pas Karine. En réalité, elle est au téléphone avec d'autres négociateurs. Ça dure longtemps. Je reste au téléphone avec eux tout du long. Ils me demandent vraiment si j'ai la possibilité de venir. Puis sur le moment, je leur dis, mais je peux pas laisser ma fille seule. Je peux pas... Comment... Il y a un moment où ils me laissent entendre que j'ai au final plus vraiment le choix. Puis je le ressens moi-même, que j'ai plus vraiment le choix. Parce que je vais pas rester chez moi sur mon canapé pendant qu'il y a 13 personnes qui sont prises en otage dans un train. Clairement pas. Une patrouille va aller chercher Karine à son domicile. Dans le train, la situation dégénère. Pour mettre la pression, l'assaillant menace cette fois physiquement un jeune otage. Komm. Oh non. Komm with me. Komm. Sit. Il m'a demandé de poser la main sur une barre métallique vers la porte du train et a menacé de me couper les doigts avec sa hache, en faisant un geste explicite. Le preneur d'otage a levé la hache, comme ça, en visant, vous savez, comme vous allez viser pour couper quelque chose. Là, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont commencé à revenir. Moi, je me suis dit, mais je peux pas laisser faire ça. Ça m'a terrorisé intérieurement de sentir que j'ai pas pu bouger. Nous avons pensé qu'il allait mettre sa menace à exécution. Le jeune a dit « please » et il l'a laissé. À ce moment terrifiant de la prise d'otage, la question se pose de savoir pourquoi les unités spéciales de la police vaudoise et les tireurs d'élite massés autour du train ne sont pas intervenus. La situation, elle est tendue du début jusqu'à la fin, avec des montées en puissance. Mais en même temps, ce qu'on demande à nos spécialistes, c'est de faire preuve du plus grand sang-froid possible et d'intervenir quand c'est effectivement nécessaire. A posteriori, on se rend compte que à ce moment-là, même si on peut, du côté des otages, penser que c'était nécessaire d'intervenir, dans la réalité, l'intervention ne se justifiait pas à ce moment-là. On le sait a posteriori, mais c'est toujours une décision qui doit être prise par les policiers, par l'officier responsable de l'engagement du groupe d'intervention qui va, lui, évaluer la situation et, s'il l'estime nécessaire, va donner l'ordre d'intervenir. Aux alentours de 22 heures, la situation est proche de la rupture. L'assaillant ne veut plus communiquer avec la police. Il intime aux otages de ne plus utiliser leur téléphone. On était au maximum d'un niveau de tension parce que ça faisait 3h30 qu'on était coincés dans le train, qu'il n'y avait plus de climatisation, qu'on n'avait pas d'eau, pas de nourriture, on n'avait pas de quoi charger nos téléphones. Certains n'avaient plus de contact avec leurs proches. Ça devenait trop difficile en fait, mentalement, même physiquement, enfin tout devenait trop difficile. Il y a eu un gros moment de flottement. Il était très énervé. Il a commencé à se taper la tête avec la hache. Il a ensuite dit, toujours en anglais, que c'était fini. Comme plusieurs fois au cours de cet interminable huis clos, les victimes elles-mêmes vont réussir à faire redescendre la tension. Dans le rôle des médiateurs, l'otage le plus âgé et le conducteur réussissent à renouer le dialogue avec l'assaillant. Il se remet à parler de son passé en Iran, de la Suisse, où rien ne va pour lui. Dans cette ambiance presque détendue, le conducteur propose d'aller fumer une cigarette au fond du wagon. Ils échangent quelques mots. Je n'ai pas tout compris, mais il m'a parlé de son enfant qu'il ne voyait pas grandir. Il m'a montré des scarifications ou des blessures pouvant être en lien avec des tentatives de suicide. Soudain, sans que l'on sache pourquoi, le preneur d'otages passe par le sas et se retrouve seul dans le wagon suivant. La voie est libre,
La police est avertie et ordonne aux otages de se plaquer contre leur siège. Il est 22h15, l'assaut est donné. Quand il y a eu l'explosion, de loin ça paraissait tellement impressionnant. Je me suis dit mais il y a forcément eu quelqu'un qui a dû le blesser dans l'eau, il a dû se passer quelque chose de grave. Mais j'avais une petite voix au fond de ma tête qui m'a dit c'est enfin fini. Les explosions servent à faire diversion. Dans le même temps, la police pénètre dans le wagon des otages. Ils sont entrés très vite. Ils ont été, je ne sais plus combien d'agents, mais je dirais entre 5 et 7, je crois. Une partie est venue nous sécuriser, nous a hurlé de lever les mains. Ça a été un peu difficile parce qu'ils nous ont quand même braqués avec leurs armes. Donc c'est vrai que quand vous êtes braqué par une arme de militaire, c'est pas forcément évident. Enfin, ça fait peur. Et ils nous ont dit de lever les mains pour, certainement pour nous distinguer, hein, bien sûr, d'un éventuel complice ou d'un éventuel problème avec le preneur d'otages. Donc on a tous levé les mains. On entendait des cris, des hurlements. Je me suis dit, on va prendre une balle perdue. Je n'ai rien vu de ce que les forces spéciales ont fait avec le preneur d'otages. Les otages vont être évacués un par un du wagon. Il y a des gens qui se sont évanouis sur les rails. Ils étaient traumatisés par ce qui se passait. Moi, j'étais trop heureux de sortir du train. Genre, j'avais de l'adrénaline de fou. Karine, de son côté, est en route dans une voiture de la police. On roule extrêmement vite. J'avais évidemment jamais vécu ça de ma vie. Donc je me rappelle avoir été à deux doigts d'être malade dans cette voiture en plus. Mais c'est vraiment un mélange d'émotions, de peur, de stress. La policière qui est assise à côté de moi reçoit un coup de téléphone. Et puis elle se retourne vers moi puis elle me dit il a été appréhendé, c'est fini. Alors là, moi j'ai tout qui se relâche. Bien évidemment, je me mets à pleurer parce que le stress tombe d'un coup. Et puis on me ramène à la maison. Tout comme pour les otages, la police ne dira pas tout de suite à Karine ce qui s'est vraiment passé pendant l'assaut et son issue fatale pour Kader B. Le tir d'un policier l'a atteint dans le haut du corps et dans le lobe droit du front. Son décès a été constaté sur place. En Iran, la nouvelle de sa mort a choqué toute la communauté kurde de la vallée de Piranchar, où a eu lieu l'enterrement, après une longue attente due à l'autopsie et au rapatriement du corps. Le frère cadet du défunt tient à s'exprimer au nom de la famille. Quand j'ai vu son corps, je ne l'ai pas reconnu. Par 2 fois, je l'ai regardé. Je ne l'ai pas reconnu. La 3e fois, j'ai touché sa jambe, qui avait un handicap. C'est là que je l'ai reconnu. Son visage était méconnaissable. Vraiment méconnaissable. Il a été visé de très près. Son acte est tout à fait déplacé. Il n'aurait pas dû commettre cela. Mais il n'a tué personne. Ce n'était pas un sauvage. La décision du policier n'était pas juste. Il n'aurait pas dû le tuer. Il aurait dû utiliser un spray ou je ne sais quoi. On est tout de même en Suisse, dans un état de droit. La famille avait compris qu'il allait mal. Elle a tenté en vain de l'aider. Il disait, ici on m'a ensorcelé. Je subis des pressions. On me fait beaucoup de mal. Je lui ai dit, si ça ne va pas là-bas, reviens. Il a dit qu'il avait dépensé tous ses biens pour se sauver et qu'il ne pouvait donc pas revenir. La famille s'est portée partie plaignante dans la procédure pénale que la justice a ouverte d'office, comme chaque fois qu'un agent fait usage de son arme de service contre quelqu'un. Un avocat a été trouvé en Suisse grâce au réseau d'entraide de la résistance kurde. Il y a beaucoup de souffrance dans cette situation. Il y a la souffrance très importante de Kader B qui ressort du dossier dans les mois qui précèdent l'incident. Il y a la souffrance évidente des otages et puis il y a la souffrance de la famille, il y a la souffrance de son fils
orphelin, qui a vu son père partir pour chercher de l'aide et du soutien dans un pays tiers et qui finalement l'a vu rentrer entre 4 planches. Donc toute cette souffrance aurait pu être évitée avec une prise en charge adéquate, tant en amont qu'ensuite lors de l'intervention policière. Le ministère public vaudois, de son côté, se refuse à tout commentaire. Son enquête n'est de loin pas close. Elle va notamment s'appuyer sur les images des nombreuses caméras de vidéosurveillance du train, des images qui sont pour l'heure tenues secrètes. La caméra corporelle embarquée par la police n'a en revanche pas été enclenchée. Pour l'heure, la famille a uniquement accès aux procès-verbaux des auditions des policiers. Elle nous a autorisés à les consulter. Voici donc la version donnée par les agents des forces spéciales de la police vaudoise. Lors de l'assaut, ils se séparent en 2 groupes. Une partie pour protéger les otages, l'autre avance en direction du second wagon où se trouve l'assaillant. Dans le même temps, un tireur posté sur le quai le somme de se rendre. À ce moment-là, il a un regard vide et désespéré. Je pense qu'il m'a vu. Là, il pique un sprint en direction du wagon de tête. À l'intérieur, très vite, les hommes de la colonne d'urgence voient arriver vers eux le preneur d'otages. Les 2 premiers intervenants sont le porteur du Taser et son collègue muni du bouclier et d'un pistolet. Ce dernier a déclaré ceci. Je suis focalisé sur sa tête. Ce qui me marque, c'est son regard. Son regard est persistant et il m'a donné l'impression d'être très déterminé. L'homme au Taser dit avoir été le premier à tirer. Je n'arrive pas à dire si je l'ai touché, mais mon analyse me montre qu'il est toujours en train d'avancer dans notre direction. Cela va très vite. J'ai donc engagé un second déclenchement. L'homme au pistolet fait également usage de son arme. Il le justifie ainsi. Je me sens toujours attaqué, et il me semble avoir tiré 2 coups pleine masse, soit la zone du buste. Après le second tir, le preneur d'otage s'est effondré à mes pieds. Encore un pas de plus, et il m'aurait touché. Cet enchaînement et la décision de tirer sont au centre de la bataille judiciaire désormais engagée. Sur la base des informations qui sont à disposition, on sait que l'agent premier de rang avait un bouclier balistique qui pouvait certainement arrêter un coup de hache, surtout d'une personne malade, et puis qu'on a tiré en tout cas 2 coups, dont un dans la tête de Kader B. Alors, est-ce que lors d'une telle intervention, on ne pouvait pas tirer dans les jambes ou dans le bras pour le maîtriser? Ça, c'est une vraie question, et je pense que tout le monde se la pose. Cette question, nous l'avons posée à la mandataire chargée de défendre le policier qui a tiré. Ces situations de légitime défense, elles sont particulières parce que le policier a l'obligation vraiment d'arrêter l'attaque immédiatement. Donc il ne peut pas essayer un moyen de contrainte dont il n'est pas sûr qu'il va marcher ou non. Il est obligé de recourir à un moyen de contrainte dont on est sûr qu'il va arrêter l'agresseur. Donc ça, en l'occurrence, c'est l'arme à feu. Et la particularité de ce type de situation, c'est qu'il faut être extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il faut réagir quasiment instantanément. Quand on est rapide, on ne peut pas être précis. Pour viser un bras, une jambe, il faut de la précision. Mais pour de la précision, il faut du temps. Les policiers sont formés dans ces situations d'urgence, à tirer sur la zone du corps la plus large. Et cette zone du corps la plus large, c'est le torse. Et puis après, la conséquence est souvent malheureusement le décès, mais c'est évidemment pas l'objectif recherché. L'objectif recherché, c'est la neutralisation de l'agresseur. 2 versions pour l'heure irréconciliables et des questions en attente de réponse. Le forcené porteur d'armes blanches pouvait-il être neutralisé autrement qu'avec une arme à feu? Pourquoi le Taser n'a pas réussi à le maîtriser? Dans quel ordre exactement ont eu lieu les tirs? Pourquoi la tête a été touchée? Des experts en balistique vont notamment se pencher sur ces questions. Pour l'avocat de la famille, l'entier de la prise en charge de Kader B doit être remis en cause.
on a une personne qui est gravement malade, handicapée par des troubles mentaux sérieux, et puis qui fait appel aux autorités genevoises, qui demandent de l'aide à sa manière et qui n'est manifestement pas prise en charge de manière adéquate, puisqu'elle s'est mise en danger elle-même et les autres. Donc le traitement du dossier par les autorités genevoises est problématique et témoigne probablement d'un défaut structurel dans la prise en charge des personnes migrantes. Une longue chaîne de traumatismes. Voilà ce que révèle l'histoire de cette prise d'otage. La descente aux enfers de Kader B interroge les moyens que nous sommes prêts à mettre en œuvre pour mieux protéger la société et donc mieux prendre en charge la détresse d'un individu avant d'en arriver à un tel drame. Un mort et de nombreuses personnes qui n'ont pas fini de panser leur plaie post-traumatique.